Ce panel va être tenu en français. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes dans une région francophone et il était question également à travers cette conférence AFCA de montrer que le français peut être également une lingua franca de l'activité d'investissement. Au cours des dernières années, l'attrait pour la zone UEMOA, composée de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire est la locomotive, s'est accru de manière constante. Il y a 5 ans, on avait tout au plus 5 fonds d'investissement dans la zone, et aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Coris et West African Growth Fund ont été des précurseurs qui ont contribué à une certaine démystification de la zone UEMOA comme destination d'investissement. Et comme il convient de le souligner, bien que cette information ne soit pas bien connue du grand public, la zone UEMOA, avec la Côte d'Ivoire en tête, est passée devant l'Afrique du Sud et le Nigeria en termes de destination d'investissement. Donc il y a eu, on va dire, une démystification, mais, il convient de le dire, la zone conserve quand même encore une part de mystère pour de nombreux investisseurs. On peut se poser la question de savoir pourquoi un tel essor en si peu d'années. Des facteurs économiques et des fondamentaux. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, ce pays a connu durant les 4 dernières années un taux de croissance moyen de 9%, et les prévisions laissent également des taux tout aussi intéressants, à savoir 8-9% pour les années à venir, pendant que l'Afrique subsaharienne tournait autour de 5%. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, mais il y a également, il demeure beaucoup de défis à relever. Alors, donc, ces différents défis, ainsi que d'autres aspects autour de l'activité d'investissement, nous allons donc les explorer en compagnie de nos panélistes. Alors, nous ont fait l'honneur d'accepter d'être panélistes. Monsieur Noël Eclos, PDG de Coris, qui est donc juste à ma gauche. Juste à côté de Noël, nous avons Luc Rigouzeau, qui est le PDG d'Amétis. Ensuite, Ferdinand Ghosn, qui est directeur général chez ECP. Et enfin, Patrice Baker, qui est directeur général adjoint de AFIC Fund. Voilà, donc nous avons des acteurs majeurs de l'activité de fonds d'investissement dans la zone sur le plateau. Nous vous remercions une fois de plus d'avoir accepté d'être panéliste. Alors, pour la première question, je vais me tourner vers Noël. Tout à l'heure, Noël, nous avons rappelé l'essor de l'activité des fonds d'investissement dans la région. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous et avec l'auditoire votre connaissance, je veux dire, des éléments qui ont pu contribuer à cela? Merci bien. Peut-être rajouter à ce que vous venez de dire et avant d'apporter des éléments de réponse, rajouter 2 chiffres. Entre 2007 et 2015, il y a eu donc 87 investissements portant sur un total de 380 millions de dollars. Donc en 8 ans dans la zone, ça ce sont des chiffres de AFCA, ça veut dire que véritablement il y a un essor du capital investissement, d'activité, en tout cas du capital investissement dans la zone. Pour nous, il y a 3 éléments qui concourent à cela et qui augurent des perspectives meilleures. Le premier, c'est qu'on est quand même dans un environnement, dans une union monétaire et économique qui fonctionne. En tout cas, mieux que sous d'autres cieux.
On a une bourse des valeurs mobilières qui fonctionne de mieux en mieux. Je crois apercevoir ou avoir aperçu ce matin le directeur général parmi nous, et ça fonctionne. On a une même banque centrale commune qui fonctionne. Deuxième élément qui concourt à ça, vous l'avez souligné, et le vice-président de la Côte d'Ivoire l'a souligné ce matin, plus pour la Côte d'Ivoire, mais moi j'irais davantage pour la sous-région, puisque nous travaillons sur les 8 pays de l'Afrique francophone qui concourent, qui composent l'Union. On est quand même à 7-8%, 6-7% de taux de croissance depuis 5-6 ans, avec la locomotive qu'est la Côte d'Ivoire, vous l'avez souligné, avec 7%, 9% de taux de croissance moyen dans la zone. Donc, cette croissance économique est un des éléments favorables. Et puis, troisième élément qui concourt ou qui a concouru à cet essor du métier dans la zone, de cette industrie de capital investissement dans la zone, vous le permettez, si vous permettez bien c'est aussi le rôle des pionniers. M. Abourgoua, qui vient de quitter tout à l'heure, a cité et a montré le rôle majeur de West Africa Agro Fund né en 97. Donc, il y a aussi ECP qui joue davantage dans un plus grand rôle avec des montants plus conséquents, plus importants, mais il y a aussi Coris qui est, même s'il est petit, il est quand même le plus ancien, puisqu'il date de 95, né en 95 avec 47 titres, 47 participations et donc 40 sorties aujourd'hui. Tout ceci a milité, le rôle de ces trois a milité pour que, vis-à-vis des investisseurs, la rentabilité étant bonne, le soutien au secteur privé étant là, c'est-à-dire avec beaucoup de valeur ajoutée dans les entreprises. Donc, vis-à-vis des investisseurs, c'est un élément majeur. Vis-à-vis aussi des sponsors, ce que nous appelons, nous, sponsors dans le métier, c'est-à-dire les promoteurs des entreprises, là aussi, il y a eu des démystifications. Puisque au départ, quand vous arrivez devant un entrepreneur, il vous fermait la porte au nez, pensant qu'on parlait de fonds vautours, on parlait de vouloir récupérer la haute finance, de vouloir récupérer l'entreprise. Aujourd'hui, quand vous arrivez, et nombreux, Amétis qui est là aujourd'hui, Afig qui est là, ECP peut-être pas, mais les fonds moyens et petits, quand vous arrivez, dès que vous déposez votre valise, ils vous ouvrent la porte, les sponsors, et parlent plus valo que la détention dans leur capital. Donc tout ceci a permis de démystifier un peu le métier, et il ne faut pas non plus, il faut aussi que je rajoute l'aspect plus-value, valeur ajoutée que les fonds apportent. C'est-à-dire en termes de stratégie, en termes de diversification, en termes de recherche de nouveaux marchés. Tout ceci a permis aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, et j'en ai vu 2 ou 3 dans la salle, qui aujourd'hui acceptent plus facilement et sont disposés à discuter avec vous de valeur de leur entreprise plutôt que de la peur de vous voir venir en tant que fonds. Voilà, résumé, ce que je pourrais dire. Ok, merci Noël. Je retiens de ton intervention que les décideurs politiques ont contribué à cet essor. Bon, mais dans le même temps, nous savons également que le potentiel n'est pas totalement exploité. Alors, est-ce que, et là je vais me tourner vers Patrice. Est-ce que Patrice, tu peux nous dire, sur la base de ton expérience ou de certains succès ou écueils, ce que tu penses qui peut être fait pour améliorer davantage les choses? Certainement, merci pour la question. Depuis 2008, notre stratégie d'investissement nous a conduit à effectuer des investissements aussi bien en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. En Afrique francophone, nous avons investi dans le secteur bancaire, dans le secteur de distribution des produits pétroliers, distribution d'intrants agricoles, ainsi que dans l'assemblage automobile. Ces investissements nous ont donc permis de mieux cerner les avantages, mais aussi les défis de cette région en particulier, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest,
et de mieux comprendre ce qui reste à faire. Je crois que nous avons quand même vu une énorme amélioration de l'environnement, un meilleur accompagnement des régulateurs. À titre d'exemple, nous avons investi dans une banque au Tchad et la Banque des États de l'Afrique centrale nous a accompagnés dans la structuration de la première obligation convertible dans le secteur bancaire en Afrique centrale. C'était donc une innovation et donc il y avait beaucoup de travail à faire et il y a eu une réponse favorable des autorités plutôt qu'une attitude, disons, belligérante. Il y a eu quand même des facteurs qui ont contribué à ce succès. Puisqu'on travaille de près avec les sociétés, on a pu quand même, en parlant avec les membres de l'équipe de gestion, avec les actionnaires principaux, je pense qu'on a tiré certaines conclusions. Tout d'abord, au niveau du cadre juridique, il y a quand même un cadre juridique uniforme avec la législation OHADA, qui mérite toujours d'être améliorée, c'est vrai, mais qui a certainement posé une base, premièrement. Deuxièmement, en Afrique francophone, nous avons quand même l'avantage d'une monnaie unique qui facilite l'analyse et qui facilite aussi les comparaisons entre diverses économies, parce que certaines d'entre elles sont assez petites. Troisièmement, dans certains secteurs, nous avons un régulateur unique à travers soit 8 pays dans le cadre de l'UMOA, soit plus de 16 pays dans le cadre du secteur des assurances, par exemple, qui permet en fait une évaluation plus facile et d'avoir un seul interlocuteur plutôt que 10 si on décide d'investir dans une société qui a des visées d'expansion régionale. Nous pensons à notre niveau qu'en termes d'amélioration, premièrement, il devrait y avoir un renforcement du secteur judiciaire. S'il est vrai que les lois sont là, il faut aussi que les lois soient appliquées de manière uniforme et juste. Nous avons eu certaines expériences où je pense que les acteurs du secteur judiciaire auraient quand même... nous aurions pu bénéficier d'un meilleur traitement s'ils comprenaient mieux le milieu des affaires, ce qui n'est pas forcément le cas. Deuxièmement, je pense que l'amélioration des infrastructures, il y a eu énormément de progrès en ce sens, doit continuer. Je parle des télécoms, je parle de tout ce qui est infrastructure routière pour la logistique, et aussi au niveau de la facilitation de l'administration pour faciliter les investissements. Nous pensons que ces infrastructures, quelles qu'elles soient, doivent continuer d'être améliorées parce que ça va être un facteur de compétitivité pour nos sociétés et aussi pour la zone en général, puisque nous voyons de plus en plus une grande compétition entre les différents blocs géographiques d'Afrique. Et dernièrement, en dernier point, je pense qu'il faudrait quand même faciliter les formalités, que ce soit pour les cadres que nous essayons de faire venir de différentes parties d'Afrique ou alors d'autres pays pour pouvoir renforcer nos sociétés. Je pense qu'il y a un effort à faire en ce sens pour faciliter tout ce qui est titre de séjour, établissement de ces cadres, pour pouvoir permettre à nos compagnies, surtout les sociétés de notre portefeuille, d'être plus compétitives. D'accord. Okay. Merci, Patrice. Alors, Luc, qu'est-ce que tu penses qui peut être fait pour exploiter davantage le potentiel qui n'est pas donc, exploité jusque-là et pour promouvoir l'action des fonds dans la région? Oui, non, merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Patrice. Quand on a créé Amétis, on avait envie de mobiliser plus fortement l'épargne locale, que ce soit à travers les assurances locales ou les fonds de pension. Et on s'est vite rendu compte que la réglementation, c'était donc en 2012-2013, était complexe. On a eu la chance d'avoir une première évolution réglementaire dans la zone, qui était la création des sociétés à capital variable, qui nous a permis de créer un véhicule d'investissement mobilisant pour la première fois à Abidjan des assureurs locaux, Allianz, Colina-Sam, la CNPS, mais également la CDG du Gabon. Mais je dirais, c'est une transition encore imparfaite. On voit bien, et on discutait hier soir, et Franny Leotier l'a dit tout à l'heure, le Kenya, par exemple, qui vient de décider d'autoriser ses investisseurs longs à avoir 10% de leurs investissements
dans le private equity et, ce qui est encore plus intéressant, dans le private equity, pas simplement au Kenya. On a besoin de ce type de réforme réglementaire. Donc il y a 3 axes, à mon avis, dans les prochaines années dans l'UEMOA qu'il faut travailler, et surtout en Côte d'Ivoire, parce que clairement, la Côte d'Ivoire, Abidjan peut être un hub financier et est en concurrence aujourd'hui avec Casablanca, Lomé, l'île Maurice. Il y a un axe réglementaire. Il faut vraiment que les institutionnels long terme puissent investir dans le private equity. C'est sain pour eux-mêmes, c'est sain pour leurs épargnants et c'est sain pour l'économie. Juste un chiffre, l'Afrique, tout le monde a compris aujourd'hui que la croissance de l'Afrique était endogène, qu'elle venait du consommateur africain. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait intégré que l'essentiel du financement de cette croissance était également africain. Aujourd'hui, le total des flux extérieurs sur le continent, c'est-à-dire la somme de l'aide publique au développement, des flux des migrants, du capital risque, j'en oublie, aidez-moi, des émissions obligataires, j'en oublie un gros, tout ça c'est moins de 12% du PIB. C'est 1/5 des financements bancaires. C'est 1/3 de la fiscalité. Donc le financement de la croissance des économies africaines, il est déjà entre les mains des Africains. Donc si on ne réussit pas à ce qu'il y ait une fluidité entre l'épargne disponible et l'investissement à long terme, on ralentit très fortement la croissance. Le vice-président Duncan ce matin disait on a besoin de 93 milliards, il nous manque 50 milliards par an d'infrastructures. Ils sont disponibles, ils n'y vont pas. Donc il faut, et ce qui est vrai aujourd'hui, vous imaginez bien ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans, ce ne sera pas 12% dans 20 ou 30 ans, ce sera 5%. Comme dans le reste du monde, l'Afrique doit rester un continent ouvert, mais donc cette évolution où l'épargne locale des institutionnels longs va au fond de pied fondamental. Donc première réforme réglementaire, deuxième réforme fiscale, sans donner d'avantages excessifs à une industrie par rapport à une autre. Mais on voit bien que tous les pays du monde qui ont réussi à mobiliser l'épargne ont eu des fiscalités, soit des plus-values, soit des dividendes qui étaient adaptés. Et enfin, ce qui est plus compliqué, je pense, et ça c'est propre à l'UEMOA, c'est que je pense que dans le domaine des assurances, et les assureurs sont potentiellement, et ce n'est pas propre d'ailleurs uniquement à l'Afrique, Solvency 3 fait que les assureurs anglais investissent essentiellement à Londres, les assureurs français investissent essentiellement à Paris. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour payer nos retraites parce que avec 2% de croissance, ça va pas être évident. Ici, vous avez la chance d'avoir des croissances à long terme à 8-9%. Donc il faut que les assureurs puissent investir dans la sous-région, dans ces zones-là. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, la réglementation CIMA est encore un peu contraignante. Donc voilà, si on peut être capable d'évoluer dans ces 3 axes, d'autant plus, et peut-être que je terminerai là-dessus pour anticiper peut-être, je sors maintenant de la réponse au cadre réglementaire pour passer aux avantages de la zone, d'autant plus que c'est quand même une zone qui a des avantages incontestables. Elle a tous les paramètres idéaux pour les fonds de private equity. Un fonds de private equity, qu'est-ce que ça cherche? Ça cherche des pays de taille intermédiaire, parce que les grands pays, on est souvent moins compétitifs, et puis des pays diversifiés. La Côte d'Ivoire a une histoire de matières premières qui est encore très présente, mais la réalité, c'est que c'est un pays dans lequel 70% de l'économie est dans les services et l'industrie. Même si le cacao, le palmier, les VA, qui ont été les 15 ans de ma vie professionnelle au début, restent importants. Donc ce sont des pays diversifiés, ce sont des pays à fort dividende démographique, ce sont des pays de forte croissance, et, Patrice l'a évoqué, on a quand même cette stabilité monétaire. Alors je sais que le franc CFA a un héritage historique qui est parfois contesté politiquement, mais alors, honnêtement, aujourd'hui, on le voit bien cette année, c'est quand même un bon atout. D'autant plus que comme l'euro a dévalué fortement par rapport au dollar, on ne peut pas dire que le franc CFA soit surévalué. Donc on a tous les avantages de la stabilité monétaire sans les inconvénients d'une monnaie trop forte. Et c'est vrai que pour des investisseurs à long terme, c'est un avantage formidable. Regardez ce qui se passe au Nigeria en ce moment. Donc il y a beaucoup d'atouts. Il suffirait de quelques fine-tuning réglementaires et fiscaux pour que véritablement ça devienne un moteur très profond. D'accord. Ok. Alors Ferdinand, des axes d'amélioration pour accompagner davantage le développement de l'activité fonds d'investissement dans la région, y compris sur un plan réglementaire? Oui, tout à fait. Alors je pense que je vais totalement souscrire à ce que viennent de dire Luc, Patrick et Noël, en insistant peut-être sur la mobilisation des fonds locaux. Il me semble qu'il y a encore du travail à faire pour amener plus de compagnies d'assurance, plus de fonds de sécurité sociale à investir dans les fonds de private equity. On arrive à le faire, Luc en parlait tout à l'heure, en étant un peu créatif, mais il me semble qu'on peut arriver à avoir une réglementation qui fasse que ces mécanismes-là soient beaucoup plus fluides.
Et on voit bien, hein, quand on discute avec les dirigeants de ces sociétés, qu'ils ont un problème, de retour sur investissement par rapport au portefeuille d'actifs qu'ils gèrent, et deuxièmement, ils ont un problème de mismatch entre la longueur des retraites qu'ils doivent servir et les actifs plus ou moins courts qu'ils ont à traiter. Je vais juste en profiter pour évacuer une question qui n'est pas encore posée, mais qui est souvent présente dans ce genre de forum. C'est la question Afrique francophone versus Afrique anglophone. Est-ce qu'il y a une différence? En tout cas, chez nous, chez ECP, l'expérience que nous en avons ne semble pas témoigner d'une grosse différence entre les régions. Sur une trentaine de sorties que nous avons pu faire jusqu'ici, la moitié s'est fait en Afrique francophone, en utilisant toutes les techniques habituelles, sorties par la bourse, sorties sur un stratégique ou sorties auprès du sponsor. Michel Abrogo en a parlé tout à l'heure aussi. Et l'autre élément que nous nous sommes permis de faire pour illustrer un peu le propos, c'est de calculer un peu le TRI de nos investissements en Afrique francophone comparé au TRI de nos investissements en Afrique anglophone. Et c'est une pure coïncidence, on n'a pas une différence significative entre les deux TRI, avec une petite prime même à la limite pour le TRI réalisé sur les marchés d'Afrique francophone. Donc pour conclure, effectivement, je pense que ce qui est important à ce stade-ci, c'est de mobiliser aussi les investisseurs locaux et de les éduquer, de les amener à investir beaucoup plus pas seulement dans notre industrie d'ailleurs, à investir aussi sur les marchés organisés comme la BRVM ou la Bourse de Casa. D'accord, merci Ferdinand. Restons justement, on va dire, dans la comparaison avec des régions voisines. Qu'est-ce qui caractérise le secteur ou plutôt les éléments macroéconomiques dans la zone UMOA? Et bon, parmi ces éléments-là, quels sont ceux qui ont, on va dire, favorisé l'essor des fonds d'investissement dans la région UMOA? Sur une base comparative, alors on commencerait par Patrice. Je pense que, en fait, de notre perspective, nous avons peut-être une attitude un petit peu, une perception un petit peu différente, puisque s'il est vrai qu'il y a certains éléments qui favorisent l'investissement en Afrique francophone, je l'ai cité tantôt, il faudrait que j'ajoute peut-être la libre circulation des biens et des personnes, surtout des personnes dans les différents pays, donc il n'y a pas besoin de visa dans toute la zone UMOA et même ECOWAS, en fait, pour l'Afrique de l'Ouest. Il est tout aussi vrai que pour nous, il n'y a pas de différence dans le profil des entrepreneurs dans lesquels nous investissons, qu'ils soient en Afrique francophone ou en Afrique anglophone. Donc notre portefeuille est assez équilibré entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, et l'approche est pratiquement la même. Nous prenons en compte les différences macroéconomiques, c'est vrai, mais le fondamental dans les gens dans lesquels nous investissons, les types d'entreprises, pour nous, est sensiblement le même. D'accord. Luc? L'aspect macro, je l'ai traité tout à l'heure. Encore une fois, quand on regarde l'univers des investissements des fonds de private equity, les pays idéaux sont des pays à économie diversifiée, à forte croissance, à population. Tout ça existe dans cette région. Moi, je regarde les 4 investissements. Bon, à Métis, on est une équipe très ivoirienne. Hein. On a un bureau à Abidjan, une partie de l'équipe est de Côte d'Ivoire. La plupart des membres de l'équipe ont travaillé une bonne partie dans ce pays. Nous, c'est le premier pays d'investissement du fonds. Hein. On est dans 4 sociétés et chacune d'entre elles décrit bien le potentiel de croissance du pays. On est dans la distribution de bouteilles de gaz avec Pétro-Ivoire. On a investi dans NSIA, dans CDCI qui est le leader de la distribution milieu de gamme dans le pays avec 130 supérettes, dans la santé avec Novamed, dans les cliniques. Et on voit que dans tous ces secteurs, il y a les ingrédients clés qui peuvent intéresser les fonds d'investissement. Une demande forte, une croissance élevée, des équipes de qualité. C'est le vice-président d'un camp disait ce matin, le capital humain c'est essentiel. Il y a une évolution du capital humain en Afrique de l'Ouest en 30 ans qui est absolument impressionnante. Ce qui ne veut pas dire que c'est un des sujets qui en est nécessairement suffisamment, parce que la croissance va plus vite. Je dirais la demande en capital humain va peut-être plus vite qu'encore que l'offre, mais c'est un changement fondamental. C'est un changement absolument fondamental. Et puis, je le disais, la stabilité monétaire. Donc, moi, je pense que c'est une région
qui est assez idéal pour le private equity. C'est vrai que culturellement, on le voit bien dans les statistiques de l'AFCA d'ailleurs, il y a une culture du private equity plus élevée dans les pays anglo-saxons. Mais il y a les jeunes générations de dirigeants d'Afrique de l'Ouest francophone sont tous passés à un moment ou à un autre dans l'univers anglo-saxon aussi et sont parfaitement capables de faire le croisement entre les deux univers. Et donc ce petit écart, il ne va cesser de se réduire. Donc pour un fonds comme nous, pour le coup, on est un des fonds francophones, si j'ose dire, des équipes francophones. C'est un atout parce qu'on a toujours travaillé toute notre vie entre ces deux univers. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que des sociétés dans lesquelles on investit au Kenya, au Nigeria, choisissent aussi parfois les fonds francophones parce qu'elles veulent, elles aussi, venir en Afrique de l'Ouest. L'Afrique, ça va devenir des marchés régionaux et qu'elles ont besoin d'équipes dédiées. Donc cette capacité, pour beaucoup d'entre nous, cette capacité à travailler à la fois en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, au nord et au sud du continent est un vrai atout. Alors il ne faudrait pas que cette attraction, en ce moment, suscite des bulles. Ça peut arriver en private equity, mais je ne crois pas que ce soit le cas pour le moment, tant qu'on reste dans des sociétés de taille moyenne. Voilà. Puis il restera quand même le sujet de la bourse des valeurs mobilières, qui fonctionne bien, qui est une belle bourse, mais qui reste petite. Et c'est vrai que comme l'économie croît vite, les volumes de sorties potentielles vont devenir importants. Et je ne sais pas si la bourse aujourd'hui sait absorber les volumes de sorties de ce niveau-là. Ça, c'est un challenge important. Il faut vraiment que dans les 10 années qui viennent, la bourse des valeurs mobilières double ou triple de taille et permettre des sorties, ce qui sera en plus passionnant parce que ça voudra dire que les sociétés appartiendront aux épargnants de l'UMOA. Et je reviens à mon sujet précédent, il y aura de développement que si l'épargne locale va à l'investissement local. D'accord. Et le taux de change fixe entre ce qui est très paradoxal. Moi, je deviens un peu trop vieux pour ce sujet-là, j'ai envie de dire. Non, mais j'ai vécu 94 en direct, donc je l'ai vécu à la fois sur le terrain. J'ai quitté le Cameroun en 93, donc j'ai bien vu les impacts. Je ne suis pas en train de traiter ça avec légèreté. Il y a des pays, mais parce qu'à l'époque, c'était un peu la double peine. Je prends l'exemple du Cameroun à l'époque. Les gens ont vu d'abord les fonctionnaires, leur salaire divisé par 30%, enfin réduit de 30% avec l'ajustement structurel, puis 2 jours après, on leur a divisé par 2 avec la dévaluation. Donc, mais ce qui était un sujet à l'époque ne devrait plus l'être aujourd'hui. C'est ça qui est très paradoxal. Excusez-moi de faire un parallèle avec mon propre pays, c'est les débats en France sur devons-nous garder l'euro ou pas. Donc je vous invite de l'extérieur de la France à réfléchir à ça. Et la réponse est la même ici. Donc il y a des sujets, je sais que ce n'est pas un sujet exclusivement économique, mais il ne faudrait pas que la charge politique ou historique fasse qu'on se tire une énorme balle dans le pied sur le plan économique. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un formidable atout. Regardez les multiples à la BRVM. Ici, je vous invite à comparer les multiples dans le secteur bancaire à la BRVM grâce à ça, avec les multiples dans le secteur bancaire dans tout le reste du continent. Je peux vous dire que voilà, donc il y a quand même aujourd'hui une prime à la stabilité monétaire qui est absolument incontestable. En plus, je l'ai dit, on ne peut pas dire que vis-à-vis du dollar, en tout cas, ce soit une monnaie très forte aujourd'hui, puisque, encore une fois, je rappelle à tout le monde que par rapport à il y a 4 ans, l'euro était à 1,40, il y a 4 ans, il est à 1,06 aujourd'hui, donc on a eu de facto une dévaluation. Voilà, donc on n'est pas dans une monnaie surévaluée, on est dans une vraie stabilité monétaire. Enfin, pour notre industrie en tout cas, c'est un atout absolument formidable. Donc attention de ne pas casser, comme on dit en bon français, when it's, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, when it's not broken, don't fix it. Donc ne réparons pas les choses qui marchent. Et après, il y a des sujets beaucoup plus profonds par rapport à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, objectivement, sur le plan économique, rationnel, technique, c'est un vrai atout. OK. Alors, passons maintenant aux investissements et à la valeur créée par les fonds d'investissement. Quelles sont les difficultés communes aux différentes sociétés qui sont dans vos portefeuilles? Et également, comment est-ce que, en tant que dirigeant, vous créez de la valeur? Alors, vous pouvez répondre, à ces questions à travers des exemples vécus, pour justement illustrer, d'une part, la valeur créée et d'autre part, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Je crois que... Pardon. Par Patrice, justement. Okay. Dans notre cas, nous avons observé 5 domaines dans lesquels nous
nous nous impliquons avec nos sociétés au-delà du capital que nous apportons. Tout d'abord, il y a l'amélioration de la structure des ressources humaines. Deuxièmement, il y a tout ce qui est planification stratégique, parce que les entrepreneurs, très souvent, sont concentrés ou se focalisent sur le court terme. Troisièmement, amélioration de la structure opérationnelle et du budget, qui est parfois assez rudimentaire. Quatrièmement, évidemment, nous sommes des financiers, tout ce qui est structure du capital et comment l'optimiser. Et cinquièmement, nous intervenons aussi au niveau de tout ce qui est RSE, environnement social. Pour nous, cette implication est très importante parce que nos sociétés sont des sociétés qui ont quand même cru de manière assez significative durant les 5-10 dernières années, mais qui ont quand même certaines faiblesses. Nous avons fait beaucoup de travail avec beaucoup de nos entrepreneurs au niveau de la stabilisation de l'équipe de gestion, travailler avec eux sur des choses aussi basiques que comment préparer le recrutement, comment travailler avec des cabinets, avec des chasseurs de tête, comment préparer les interviews, et on les accompagne sur toute la chaîne. Et il en est de même pour la planification stratégique où nous nous impliquons, nous avons des retraites pour en discuter et pour nous assurer que nous soyons sur la même longueur d'onde par rapport au plan d'affaires sur la base duquel nous avons investi. Et ensuite, c'est un accompagnement continu. Nos équipes, nous avons monté notre équipe sur cette base. Donc, plutôt que de prendre des professionnels du private equity pur et dur, nous avons différentes compétences qui nous permettent de mieux accompagner les sociétés parce qu'elles en ont besoin. D'accord. Noël? Oui, je pense que pour tout gestionnaire de fonds, ces éléments sont primordiaux, les éléments que Patrick vient de souligner, que ce soit en Afrique de l'Ouest francophone, en Afrique de l'Ouest tout court, ou ailleurs, même en Europe, ce sont des éléments du métier que nous appliquons tous. Après, véritablement, c'est du sur-mesure qu'il faudra faire. C'est en fonction de l'entreprise en face, en fonction de l'entrepreneur en face, que sur ces différents aspects, on essaye d'apporter, d'ajuster, de renforcer, ou même déjà de profiter de ces éléments-là. Je pourrais prendre deux exemples, un en Côte d'Ivoire et l'autre à l'extérieur, sur un groupe sous-régional. Le premier en Côte d'Ivoire, quand on est arrivé, l'objectif était d'apporter de l'argent pour sortir un actionnaire partenaire stratégique avec qui il s'était fâché, le promoteur. Finalement, on est allé au-delà puisqu'il était monoproduit, c'était 22 stations de service à l'époque. On a pu aller vers un centre remplisseur de gaz butane. On a pu aussi implémenter la partie fabrication de lubrifiants qui n'a pas abouti mais qu'on avait démarré. Et on l'a aidé aussi parce qu'il avait un certain âge. On a réussi à ce qu'il passe la main de son entreprise. Là, ça a été son fils, mais celui qui était préparé à l'époque, ce n'était pas son fils, c'était son directeur adjoint, son directeur financier. Voilà quelque chose que, grâce à nous, et à un fonds, on était co-investisseurs dans cette structure, on a pu faire concrètement. Et il y avait même des actionnaires minoritaires où il y avait un peu de bagarre. Je pense que Amétis a pris la relève après pour solutionner ce problème-là et en accompagnement toujours de Coris. Coris, on aime bien aussi ne pas faire sur nos 40 sorties, sur 47 investissements, il n'y a pas de sortie hostile. L'objectif est quand même la pérennité de l'entreprise dans laquelle nous sortons. On gagne de l'argent, mais il faut que cette entreprise puisse continuer véritablement. Et pour continuer, il faut sur les 5 aspects véritablement l'accompagner et accepter qu'un autre fonds plus gros puisse venir prendre la relève et continuer la suite. Le deuxième exemple, c'est un groupe hôtelier sous-régional. On est rentré, ils étaient dans un seul pays. On est sorti, ils sont aujourd'hui dans 5 pays, où ils sont en train d'aller sur 5 pays. Et nous, on est retourné voir cette entreprise et cet entrepreneur au moment où son pays était en guerre. Voilà. Et pour dire comment on fait pour diminuer le risque
pays, le risque politique que nous connaissons tous et qui continuera d'arriver. Donc il faut aller vers l'expansion. Mais expansion mesurée, il a voulu aller au Rwanda, on a essayé de le persuader avec d'autres actionnaires, parce qu'on s'est dit qu'il vaut mieux consolider la zone d'abord. Donc voilà ces aspects-là sur lesquels on peut jouer vraiment au cas par cas. Et nos équipes sont outillées justement pour ça. Et quand on n'est pas suffisamment outillé, eh bien, il faut faire appel à des consultants extérieurs. Ok, très bien. Ferdinand? Oui, alors moi, j'insisterai sur 3 éléments. Le premier élément, c'est évidemment la gouvernance. Le deuxième élément, c'est la rigueur stratégique. Et le troisième, je crois, c'est la capacité à mobiliser des ressources. L'exemple le plus naturel qui me vient en tête, c'est le groupe bancaire Aura Bank que nous avons acquis en position majoritaire il y a quelques années et que nous avons fait passer d'une implantation de 5 pays à une implantation de 12 pays en multipliant le total de bilan par 5 ou 6 en insistant précisément sur ces éléments. Alors, d'un point de vue opérationnel, je dirais que évidemment, quand on est majoritaire, c'est beaucoup plus facile d'impulser la dynamique de changement et donc on arrive, je dirais, à aller beaucoup plus vite dans le processus de création de valeur. Mais l'élément sur lequel je voudrais insister, c'est vraiment le fait que quand on investit dans la zone, les pistes de création de valeur sont très, très, très évidentes. Il n'y a pas de question métaphysique à se poser. Si on prend le secteur bancaire, il y a un taux de bancarisation qui reste très faible, et donc les besoins sont linéaires, si je puis dire. C'est la même chose pour les assurances, c'était la même histoire pour les télécoms. Donc je pense que si on a la capacité d'impulser les changements en tant que majoritaire, c'est mieux. Mais si on n'est pas majoritaire, évidemment, ça devient la danse du tango. Il faut s'assurer qu'on danse au même rythme que son partenaire. Ok. Luc? Oui, non, je vais peut-être continuer de donner la suite de l'exemple de l'histoire de Noël, parce que tout le monde l'a compris, par être Pétro-Ivoire. Et au moment où et c'est aussi lié évidemment au talent des dirigeants de Pétro-Ivoire et de la famille. Mais c'est vrai qu'il est arrivé, il y avait 10 stations, il est parti, il y en avait une trentaine. Nous sommes arrivés, il y avait 30 stations, il y en a aujourd'hui 72. Donc en gros, on voit que et ils ont 25% de part de marché dans le gaz. Donc on voit, ça illustre bien ce que je disais sur la croissance de l'UMOA, c'est-à-dire que des sociétés gérées correctement peuvent surfer sur cette croissance. Alors, la valeur ajoutée de notre part, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que c'était un bon résumé. Dans le cas d'Amétis, je rajouterais peut-être un petit élément différenciant, qui est que, comme vous tous, on essaye d'accompagner nos partenaires, qui sont souvent des groupes familiaux, dans l'amélioration de la gouvernance, la planification stratégique, l'amélioration de la structure financière. Un élément important, c'est que l'Afrique est quand même cloisonnée et que ce sont tous des groupes qui sont souvent arrivés à une taille importante dans leur pays et qui ont besoin de se projeter régionalement. Et ce que nous, on peut amener, je pense aussi, c'est un réseau. On est un des rares fonds à avoir dans nos investisseurs beaucoup de familles, d'entrepreneurs eux-mêmes. Amétis a un ADN très entrepreneurial, au moins aussi entrepreneurial, je dirais, que financier. Et dans ces stratégies de croissance externe, on est capable d'amener au-delà du réseau de l'équipe d'Amétis, comme tous les fonds, on a un réseau qui a accumulé sur 20-25 ans, le réseau de nos investisseurs sans conflit d'intérêt, mais qui peuvent être soit des clients, soit des fournisseurs, soit des partenaires stratégiques potentiels, plus le réseau du groupe Edmond Rothschild, qui est une grande banque privée et qui a beaucoup d'investisseurs eux-mêmes. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a appris pendant 5 ans, qui était nouveau pour nous, que finalement, il y a beaucoup de valeur à être au milieu d'un écosystème d'entrepreneurs africains successful qui ont envie d'accroître leur réseau de partenaires à la fois en Europe et dans le reste du continent. Et ça, c'est un des éléments assez fondamentaux de l'industrie, je pense, de son évolution. Beaucoup des fonds africains ont été des fonds institutionnels. Je pense que plus le temps passera, plus ils seront un mix de fonds institutionnels et de fonds avec des entrepreneurs qui ont investi dedans. Et ça, c'est extrêmement riche. Donc on rajoute de la valeur en les aidant à trouver des acquisitions externes dans d'autres pays, en les aidant à trouver des cibles et parfois, assez basiquement, en les aidant à accroître leur marché, en les introduisant auprès de partenaires stratégiques. D'accord, ok. Alors, merci. Avant de passer à la session de questions-réponses, je voudrais que chacun de nos panélistes nous dise, mais en 30 secondes, quelle serait votre vision du futur et quel rôle les fonds que vous dirigez peuvent jouer afin que la région prenne davantage d'ampleur en matière d'activité d'investissement. On va commencer par Patrice, qui est tout au fond. Je n'ai pas une boule de cristal, mais
je dirais que nous avons vu quand même des années 60, lors de nos indépendances, à aujourd'hui, une évolution formidable, surtout dans les 10-15 dernières années. Donc notre premier souhait serait quand même que cette tendance continue. Je pense qu'au niveau de l'effort UMOA et plus largement au niveau de l'effort ECOWAS, nous avons été quand même pionniers sur certains points et nous aimerions voir une avancée, surtout au niveau de la libre circulation des biens, puisque pour les personnes c'est déjà acquis. Nous pensons que ce sera quand même un facteur, car ce que nous prévoyons, c'est que pour le futur de notre société et de notre industrie, il faut que les échanges intra-africains augmentent de manière assez forte pour permettre les fusions-acquisitions des différentes régions, et d'abord à l'interne en Afrique de l'Ouest, et ensuite entre les différents blocs régionaux africains. Nous pensons que notre futur dépend de ces échanges. D'accord. Merci, Ferdinand. Moi, je vais insister sur ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que la croissance africaine aujourd'hui est, on l'a vu, tirée par le marché domestique et par la classe moyenne qui monte en puissance. Et donc, la vision de notre société, ça sera de continuer à accompagner cette croissance endogène, si je puis dire, en insistant peut-être sur deux secteurs qui ne sont pas toujours très évidents pour notre industrie, à savoir l'éducation et la santé, parce que nous pensons que ce sont des facteurs non seulement où il y a une grosse demande, mais aussi qui peuvent contribuer par effet collatéral, si je puis dire, à accélérer la croissance macroéconomique d'un point de vue global. D'accord. Luc? Oui, moi je vais peut-être me projeter un tout petit peu plus loin pour revenir un peu plus près. À l'horizon d'une génération, en 2060, on sait à peu près, la messe est dite, hein, l'émergence, c'est deux choses. C'est d'abord une population importante et ensuite de la compétitivité et de l'efficience. Donc sur le premier paramètre, en 2060, il y aura plus de 400 millions de personnes au Nigeria, 250 millions de personnes dans la zone UMOA, donc dans la CEDEAO, on parlera de 700 millions de personnes. C'est absolument colossal. Donc le premier moteur, il est là et il va durer. Et donc on bénéficie tous de cette croissance. Donc le deuxième, la vraie question, c'est le deuxième, et c'est à ça qu'on sert, c'est l'efficience et la compétitivité. C'est-à-dire que si on rajoute ça, alors effectivement, on aura un modèle émergent. Et les fonds d'investissement que nous sommes, finalement, ils sont là essentiellement pour ça. Donc pour Amétis, moi, pas mon rêve, mais enfin en tout cas à l'horizon de ce que peut être un petit fonds, ce que j'aimerais, c'est être passer simplement d'un modèle de fonds successeurs qui vont croître, on aura probablement plus d'1 milliard sous gestion, à une plateforme de fonds partenaires, après avec toutes les formes de partenariat, et elle-même pluguée avec des grands patrons et des grands investisseurs africains, travaillant avec des grands investisseurs internationaux, et tous en fait concentrés pour mettre de l'efficience en plus de cette croissance, de ce moteur de croissance très profond. Et si c'est le cas, je pense qu'effectivement à l'horizon de 5 ou 10 ans, quand on se retrouvera tous dans cette salle, on sera sur c'est l'exemple qu'on a cité tout à l'heure d'une société qui avait fait x3, puis x6, puis je pense qu'elle aura fait x36, et qu'on sera dans des économies beaucoup plus profondes, et j'espère beaucoup plus, ayant pris conscience du fait que que le financement était endogène, et donc dont l'essentiel du financement sera entre les mains des Africains eux-mêmes, et à ce moment-là, on sera vraiment sur un moteur très long. D'accord. Bien. Alors, Noël, on a commencé par toi, on va terminer par toi, avant de prendre peut-être juste 2 questions. Oui. D'accord. Je vais essayer de faire très court pour rattraper le temps de Luc. Non, pour nous, hein, véritablement, il faudrait qu'il y ait une amélioration encore davantage de l'environnement des affaires dans nos pays. Il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Et le reste, après, les opérateurs économiques privés que nous sommes, y compris les fonds d'investissement, on doit pouvoir continuer le travail qui est le nôtre pour que nos économies, que la population, tout ça s'améliore. D'accord. Bien, merci beaucoup. Alors, si on a le temps de prendre quelques questions, on va prendre peut-être 2 questions, puisque nous sommes juste dans les délais.
fait, c'est plus une contribution qu'une question, mais je pense que je remercie les panélistes d'avoir donc encore vendu cette zone francophone. Je pense qu'il faut confirmer une chose, c'est que nous sommes dans une région qui a une histoire qui est partie donc pour être extrêmement positive, parce que nous allons avoir une croissance de population, on l'a dit sur le panel, parce que nous allons aussi avoir une classe moyenne qui grandit, mais l'élément qui va encore entraîner tout ça, c'est l'élément démographique. Il y a une question dans l'environnement qui peut-être n'a pas été abordée, mais que certainement une partie des personnes ici souhaiteraient donc voir répondre, c'est la question de l'environnement politique et ce que les assurances qu'on peut avoir. Il y a une évolution positive de ce côté-là. Les dernières élections qui se sont déroulées en zone francophone nous laissent espérer que de ce côté, l'environnement va s'améliorer pour nous permettre donc d'avoir une visibilité nettement plus longue. Sinon, les deux volets qui me paraissent importants sur lesquels sont revenus les panélistes, mais je souhaiterais revenir là-dessus, c'est les secteurs qui vont être les secteurs qui vont driver donc nos activités. Il s'agit déjà donc de l'infrastructure sociale, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la santé, on a parlé de tout ce qui peut accompagner donc l'explosion dans le secteur de la construction et du real estate, qui est un élément extrêmement important. Au niveau des finances, du secteur financier, je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut noter. C'est les réformes en cours dans le secteur des assurances qui devraient offrir de nombreuses possibilités dans le cadre de la consolidation attendue. Et dans le secteur bancaire, il faut ajouter donc l'introduction des éléments technologiques qui ouvrent d'autres aspects à une forte pénétration dans les populations qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Et Luc l'a dit, et je pense que Ferdinand aussi l'ont dit, le point le plus important au niveau donc, du secteur investisseur, c'est la présence qui va être de plus en plus grande des investisseurs régionaux en termes de fonds de pension. Je crois que les fonds de pension, la CNPS est présent dans Amétis, est présent aussi dans notre fonds. Il y a les Sud-Africains qui sont arrivés massivement dans la zone et qui vont continuer d'arriver au travers des fonds de pension. Et les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, je pense qu'il y a un travail à faire avec les régulateurs. Ferdinand se rappelle que nous avons travaillé à obtenir des accords du CIMA pour la participation des premières compagnies d'assurance dans nos premiers fonds. Je crois qu'il y a un travail à continuer à faire puisqu'il y a d'énormes ressources de ce côté-là. C'était la contribution que je voudrais faire par rapport donc, à tout ce qui a été dit, puisqu'on se retrouve dans plusieurs opérations ensemble, dans Amétis, on a parlé d'Azalaï et autres. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup pour la contribution. Une dernière intervention avant qu'on ne clôture le panel. Bonjour, Joël Assoko de Jeune Afrique. Si vous aviez deux blocages précis identifiés dont la levée permettrait de mobiliter davantage de financement en Afrique, quels seraient-ils? Deux blocages précis. Merci. Oui, alors qui prend la question? Moi, je dirais, il y a un sujet assurant, je vais en donner trois, ça sera plus simple. Je pense qu'il y a un sujet, notamment en zone UMOA, aujourd'hui, finalement, la réglementation CIMA fait deux choses. Elle a des exigences très élevées en termes de capital individuel par société d'assurance. Donc il y a un risque de stérilisation du capital, du côté du passif, et autoriser les assureurs, Michel Abrogua vient de le dire, à investir de façon plus agressive, réglementairement, dans d'autres aujourd'hui, leurs actifs longs essentiels, c'est des émissions obligataires, des valeurs boursières, un peu, et de l'immobilier qui n'est pas revalorisé. Donc il faut qu'ils aient le droit d'investir dans les fonds de private equity, sachant qu'à moyen et long terme, s'ils sont assez diversifiés, c'est le meilleur rendement qu'ils pourront obtenir pour leur placement long. Donc ça, c'est sur l'assurance. Et deuxièmement, Michel l'a dit aussi, dans le domaine des fonds de pension, faire un peu ce qu'a fait le Kenya, c'est-à-dire autoriser clairement les fonds de pension à investir de façon prudente, de façon modérée, et quand même de façon assez agressive dans le private equity.
Voilà, encore une fois, 80% du financement des économies africaines, c'est l'épargne locale. Donc si on ne trouve pas tous les moyens pour qu'elle aille vers l'investissement local, elle va se stériliser. L'Afrique de l'Ouest restera sur liquide, ce qu'elle a été historiquement pendant 50 ans. Et ce sera un facteur, je pense qu'il y a au moins 1 à 2 points de PIB structurellement de croissance qui sont stérilisés par ce genre d'inefficience. Donc c'est quelque chose de très, très important. D'accord. Alors, sur ces mots, nous allons devoir conclure. Merci encore aux panélistes, merci à l'assistance. Et donc, on va faire place à la prochaine intervention. Je vous remercie. Merci.